Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Vous êtes dans un entourage avec un parent, un enfant ou des connaissances autour de vous qui souffrent du TDAH. Écoutez, vous êtes sur la bonne émission et je suis accompagné de Nathalie Beaulieu. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, je vais juste tirer un petit peu ton portrait. Tu es enseignante au secondaire depuis 1998. Tu es aussi massothérapeute depuis 2012. Tu es fondatrice des salons TDAH et apaisanteur en 2015 et 2013. Et puis, tu es aussi une maman de 4 enfants. C'est exact. Donc, une vie plutôt très occupée. Nathalie, on s'est rencontrés lors d'un séminaire et tu m'as parlé justement que tu travaillais autour du TDAH en plus des autres activités que tu as. Et j'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que tu t'y intéressais au TDAH? Tout simplement parce que, bon, justement, comme vous l'avez spécifié dans la présentation, je suis enseignante au secondaire depuis plusieurs années, donc j'ai toujours eu dans mes classes des élèves qui avaient certaines difficultés d'apprentissage ou de comportement, parfois des troubles d'apprentissage et de comportement, c'est-à-dire des difficultés beaucoup plus marquées ou qui traînent depuis assez longtemps. Parce qu'il faut dire que je suis du niveau secondaire, donc entre 12 et 17 ans. Parfois, j'ai des élèves un petit peu plus âgés du fait qu'ils avaient doublé une année. Bref, j'ai eu à négocier et à adapter mon enseignement à ces différents besoins-là à chaque année. Et puis, est arrivé un moment de ma vie où j'ai eu besoin de prendre une pause de l'éducation parce que c'est très énergivore, même si c'est passionnant, même si on est avec des humains avec qui on s'attache énormément. Et puis, il reste que question d'énergie. J'avais besoin de vivre un autre moment de ma vie qui était plus lié à la famille. Et puis est arrivée une famille recomposée où je suis devenue la belle maman d'un enfant qui était difficile, qui avait beaucoup de difficultés à l'école, à la maison, quotidiennement et presque sans relâche au niveau du comportement. C'était difficile, donc on vivait beaucoup d'opposition. Et puis, on a découvert, suite à des démarches avec sa mère, qu'il avait un TDAH oppositionnel. Donc, une fois le diagnostic entré dans nos vies, ça nous a permis de nous éclairer davantage sur ce qui se passait réellement, quels étaient nos défis pour accompagner cet enfant-là. Mais les défis sont usants à la maison. Dans des cas comme celui-là. Et puis, je me suis rapidement aperçue que c'était pas les mêmes défis que dans une classe. C'est-à-dire que non seulement on fait pas face aux mêmes préoccupations, la vie quotidienne à la maison n'est pas forcément la vie en classe, donc c'est pas la vie en société, c'est pas la vie avec ses pairs, c'est la vie au niveau familial. Et puis avec un conjoint où on n'a pas toujours les mêmes perspectives d'éducation, avec ses voisins, avec ses amis, dans l'intimité, on vit pas nécessairement la même chose. Et surtout, la cloche ne sonne pas. Il n'y a pas de répit, c'est 24 heures sur 24. Donc, après avoir expérimenté ces difficultés-là, après aussi une séparation, j'ai beaucoup réfléchi à la situation et il est arrivé un début d'année scolaire où je me disais, ça n'a pas de sens. Le parent, pas toujours, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de parents, la rentrée scolaire, c'est bon, le festival des devoirs et des défis et des difficultés va recommencer. Pour l'enseignant, c'est un peu la même chose. On lui présente parfois même, dans le but de l'aider, évidemment, professionnellement, on lui présente une liste d'élèves où on fait des recommandations parce qu'on les connaît de l'année précédente et on connaît leurs difficultés et on veut bien démarrer l'année, mais on parle des difficultés avec lesquelles ces élèves-là arrivent. Donc, pour l'enseignant, parfois, quand il y en a beaucoup dans la classe ou dans l'ensemble de ces classes, ça peut être lourd. Et puis, surtout, je me suis mis à la place de l'enfant, du jeune, qui, peu importe où il se trouve, peu importe son moment de la semaine, de l'année ou de sa vie, il vit avec quotidiennement, 24 heures sur 24, sans relâche, sans répit, et il doit négocier avec son entourage dans toutes les situations pour s'adapter lui-même et pour tenter aussi d'avoir des mesures d'adaptation, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans la façon de se faire accepter ou de se faire aider ou épauler. En tant qu'enseignante, justement, au secondaire, la rentrée scolaire est quelque chose de plus particulier pour les enfants TDAH?
Ben, c'est-à-dire que pour tous les enfants, c'est la fin des vacances, hein, c'est la fin d'un moment de relâche, c'est la fin d'une période où on peut, disons, relâcher le quotidien, la discipline quotidienne. Mais quand arrive la rentrée scolaire pour tous les enfants, il y a un retour à une routine un petit peu plus, je dirais pas stricte, mais un petit peu plus serrée entre les loisirs, entre sa capacité de choix, entre passer du temps de plaisir versus ses responsabilités. Et pour l'enfant qui vit des difficultés d'adaptation, des difficultés sociales, des difficultés de comportement ou d'apprentissage, c'est le retour à ces défis-là qui sont parfois aussi une longue suite d'échecs. C'est pas le cas pour tout le monde et je ne veux pas trop généraliser. Par contre, quel est ce vécu-là au quotidien où il peut y avoir du rejet social, où on se fait juger, où on n'est pas toujours compris, où on fait face à des difficultés qu'on avait de l'année dernière, de plusieurs années avant, sans nécessairement trouver de réponse, et de quelle façon on se valorise, de quelle façon on a du plaisir, de quelle façon on apprend à avoir un intérêt malgré toute cette pression-là à l'école. Comment on fait pour rendre les apprentissages agréables ou les relations sociales ou avec l'autorité quand même intéressantes? C'est des défis beaucoup plus lourds pour ces jeunes-là. Il y a un encadrement particulier justement dans les écoles concernant le TDAH, ou est-ce que c'est au cas par cas et puis on essaie de faire au mieux? Bien, au Québec, on a des mesures d'aide au niveau des élèves. C'est sûr que chaque enseignant a la responsabilité d'accompagner les élèves qui sont dans sa classe pour donner un maximum de chances de réussite, d'apprentissage, de mesures de récupération. Mais il y a ce qu'on appelle aussi un plan d'intervention pour des élèves qui sont jugés davantage en difficulté, où là, l'ensemble de ces enseignants va se réunir avec la direction, avec parfois le psychologue de l'école, avec d'autres intervenants professionnels qui sont du quotidien de l'école, les parents, souvent aussi l'élève lui-même. Et puis là, on va discuter des défis qui sont sur la table, qui sont actuellement vécus. On va discuter aussi des mesures d'adaptation qu'on peut donner et de valider aussi quelles sont les exigences qu'on peut donner à l'enfant pour s'assurer, l'enfant ou l'adolescent, pour s'assurer qu'il puisse progresser, qu'il puisse suffisamment prendre ses responsabilités et le faire dans un cadre où on a un niveau de difficulté qui est raisonnablement exigé ou demandé à l'élève pour qu'il puisse s'adapter et progresser. Tu travailles aussi bien au Québec qu'en France, enfin en Europe, on en avait un petit peu discuté. Il y a une différence, semble-t-il, de perception pour le TDAH en France et puis au Canada, enfin au Québec. Oui, en fait, j'ai fait plusieurs visites en Europe où j'ai surtout eu l'occasion de développer des contacts dans le but éventuel d'y tenir des salons TDAH. Ça ne s'est pas encore produit. On travaille sur ce projet-là et on le souhaite vivement. Mais du côté culturel, bon, on sait qu'il y a des différences. Et quand je discutais de la situation en France, on me parle surtout des enfants 10, donc ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, la dyslexie par exemple en fait partie. Mais du côté des problèmes de comportement, des troubles de comportement par exemple avec l'opposition, j'en entends moins parler. Je sais qu'il y en a probablement autant. Statistiquement, ça change pas énormément d'un pays à l'autre. Par contre, ce que j'ai observé, c'était qu'on parlait souvent de handicap. Donc, au départ, moi qui est enseignante, entre autres de français, je croyais que c'était la façon de s'exprimer pour parler de ces difficultés-là, mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait des lois, qu'il y avait que dans le système éducatif, on désigne ça comme un réel handicap officiel, ce qu'on ne désigne pas de la même façon au Québec. Et moi, la préoccupation que j'avais, la réaction que j'ai eue personnellement, c'était d'être préoccupée de l'impact qu'on donne, qu'on transmet à ces jeunes-là qui deviennent des adultes et de leur transmettre l'idée qu'ils sont handicapés. Et que pour recevoir des services, ben on se reconnaît soi-même comme handicapé puisqu'on veut avoir de l'aide professionnelle et que tout ça, bon, demande des budgets, etc. Donc, la reconnaissance officiellement, c'est de nommer ça en tant que handicap officiel. Donc, quel est l'impact sur un individu quand on parle d'estime de soi, de valorisation et qu'on veut aussi l'amener à vivre des réussites? Bon, j'étais assez perplexe de ce côté-là. Du côté des mesures et des interventions,
Je suis pas au courant en détail de tout ce qui se fait en France, donc je serais pas en mesure de me prononcer là-dessus. Par contre, on m'a rapporté à plusieurs reprises que au niveau des avancées, au niveau de la façon dont on a peut-être le traitement, la façon dont on apporte un support aux gens, aux familles, aux adultes, aux enfants. Évidemment, il y a des différences. Donc, il y a peut-être des pas à faire de part et d'autre pour connecter ensemble à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut créer, à ce qu'on peut bonifier pour faciliter le quotidien de ces gens-là et des gens qui les entourent, qui les supportent. Les gens qui les entourent et qui les supportent, on va y revenir parce que ça, je trouve que c'est un sujet qui est aussi très très important pour les personnes qui l'entourent parce que tu as l'enfant, l'adolescent. Et je supporte en termes de support et non en termes de trouver ça insupportable, ça n'a rien à voir. Oui, on est bien d'accord par rapport à ça. Quand je suis arrivé au Québec, c'est la première fois que j'ai entendu ça, TDAH, en France, je l'avais jamais entendu. Est-ce qu'il y a eu des... déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Ouais, oui, c'est ça, avec ou sans hyperactivité. Est-ce que depuis le temps que toi tu suis ça, est-ce que tu vois une augmentation par rapport au nombre d'enfants qui sont dépistés TDAH ou est-ce que c'est quelque chose d'assez stable? C'est une question qu'on me rapporte de temps à autre, à savoir est-ce qu'il y a plus de TDAH qu'avant? Parce qu'au niveau de l'actualité, on en parle davantage. C'est un terme qui revient souvent, en tout cas du moins chez nous, on en parle de plus en plus dans les médias. Ce que c'est, quels sont les défis, etc. Et ça donne l'impression à beaucoup de gens qu'il y a une augmentation, qu'il y en a maintenant partout, que ça n'a rien à voir avec autrefois. Mais il faut faire attention parce que le fait qu'il y ait un diagnostic maintenant, on recule dans le temps, évidemment, il y a été une époque où il n'y avait pas de diagnostic parce qu'on n'en entendait pas parler tout simplement parce que c'était pas nommé, c'était pas reconnu. Les recherches avancent et puis la connaissance aussi de ce que c'est se précise. On sait que c'est un trouble au niveau neurologique. Donc, on sait que c'est pas une mauvaise intention à la base ou de la mauvaise foi ou des choses comme ça. C'est pas de la paresse, c'est pas un manque d'intelligence. Donc, il y a beaucoup de préjugés qui se défont. En tout cas, on apprend à faire la différence. Mais au niveau du diagnostic, ce que j'ai su de la part du côté médical, on est passé au Québec du DSM-4 au DSM-5 et dans cette bible-là, si on veut, des descriptions des différents troubles et maladies. Au niveau du TDAH, on sait que il y a des points de repère qui ont changé. C'est-à-dire que si, par exemple, le diagnostic est à partir d'un certain âge, au niveau de l'âge, il y a des facteurs qui ont changé. Au niveau du nombre de critères, on sait que ça a baissé. Donc, si ça prenait je pense que c'était 5 sur 8 critères avant de considérer le TDAH comme étant quelque chose de diagnostiqué. Maintenant, ça prend peut-être 4. Je ne veux pas m'avancer parce que j'ai pas les critères, mais on a abaissé certains critères, ce qui fait qu'il y aura probablement plus de diagnostics. Et autre chose, du fait qu'on a une meilleure connaissance de ce que c'est, donc qu'on peut reconnaître plus facilement que pour les médecins ou les professionnels de la santé qui peuvent poser ce diagnostic-là s'ils connaissent beaucoup mieux qu'avant. Non seulement il y a un acte professionnel qui revient peut-être un peu plus souvent pour être plus précis dans l'aide qu'on peut apporter, mais il y a des adultes aussi qui, quand ils étaient jeunes, n'avaient pas ce diagnostic-là parce qu'il n'existait pas. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui sont des parents et qui se reconnaissent dans leur enfant. Quand leur enfant est diagnostiqué, ils se rendent compte que moi, je suis comme mon enfant au même âge, donc j'ai peut-être un TDAH. Donc, il y a plus de reconnaissance de ce côté-là. Et une autre statistique que j'avais vue passer, malheureusement, je peux pas en citer la source, mais dans les lectures que j'avais vues, on disait à ce moment-là, ça date de quelques mois, la lecture que j'en ai faite, on disait que sur ce qu'on présumait être le 100% des adultes atteints par le TDAH, il y en aurait un 15% qui aurait été diagnostiqué. Donc, il y aurait un 85% environ d'adultes qui sont TDAH, mais qui ne le savent pas, tout simplement parce que ça n'a pas été dépisté. Et il faut aussi mettre un bémol sur l'idée de diagnostic qui est que on va chercher un diagnostic la plupart du temps parce qu'on a des difficultés, parce qu'on ne sait plus quoi faire, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin d'aide, parce qu'on est dépassé, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt anormal, qui est en comparaison avec d'autres enfants ou avec d'autres personnes dans le fonctionnement quotidien, on voit qu'on a besoin d'aide. Mais pour les gens qui n'ont pas besoin d'aide,
Il se peut aussi qu'il y ait des gens là-dedans qui ont un TDAH, mais qui ont trouvé des mesures d'adaptation qui leur permettent de se faciliter le quotidien, ou des mesures d'adaptation, par exemple, au travail, où ils sont exactement dans leur force, dans leurs compétences, et au niveau des difficultés, ben ça peut avoir été pris en charge par un collègue, par exemple, qui a une compétence complémentaire, qui fait qu'ils fonctionnent bien, qui fait que ça se passe bien, qui fait qu'ils vivent des succès, des réussites, et qu'ils sentent pas le besoin d'aller consulter. Alors, il faut faire attention à se rappeler que un TDA ou un TDAH, c'est l'appellation d'un diagnostic, mais le vécu de ces gens-là, ce n'est pas que de s'encarcaner dans un diagnostic. Ils ont des forces très intéressantes, ils ont un autre mode de fonctionnement. Au niveau neurologique, ils ont des compétences qu'on n'a pas, tout simplement parce que le cerveau fonctionne différemment. Alors, faut se rappeler aussi que c'est pas clairement qu'une histoire de handicap ou de difficulté. Il y a des forces associées à ça. C'est important ce que tu dis sur le fait qu'en effet, il y a des forces et c'est pas, comme tu le dis très justement, un handicap en tant que tel. Enfin, il faut pas cataloguer comme ça. Donc, merci d'avoir fait cette remarque-là parce qu'en effet, ça remonte un petit peu l'opinion qu'on peut avoir justement des personnes TDAH. Quand on diagnostique un enfant ou même d'ailleurs un adulte, excuse-moi, il est entouré de tas de personnes qui vivent avec au quotidien. Et t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment les personnes autour de la personne qui est en TDA ou TDAH, comment est-ce qu'elles le vivent justement cette relation, parce que ça ne va pas toujours être simple. Donc comment est-ce que vous faites pour justement garder l'équilibre quelque part par rapport à une relation qui peut être parfois, comme tu disais, en opposition? Pardon. Je peux parler de mon expérience à moi comme enseignante, puis comme conjointe, comme belle-maman, parce que c'est ce que j'ai de plus proche. Je peux pas parler pour les autres, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître. Du côté enseignant, il m'est arrivé d'avoir des classes, par exemple, où j'ai eu une année où j'ai eu 3 groupes, par exemple, d'élèves d'environ 24, 25 élèves. Et je me rappelle dans tous mes groupes, j'avais beaucoup d'élèves en difficulté. Donc, je savais que j'aurais à adapter mon matériel, mon enseignement, ma façon d'attirer l'attention, de capter l'attention de mes élèves, de la conserver sans trop parler longuement, justement parce qu'il y a une fatigue intellectuelle, parce qu'il y a un autre mode de fonctionnement, parce qu'on doit garder la motivation avec une certaine mobilité d'action. Mais je me rappelle avoir su au début de l'année, j'avais même un groupe de 24 élèves où j'avais 22 élèves sur 24 avec une difficulté ou une autre. Donc, Asperger, TDA, TDAH, il y avait de tout. Donc, des élèves qui sont intégrés, des élèves ont découvert un tic, certains tics nerveux. Et là, on doit apprendre à apprendre en classe, mais apprendre aussi à vivre ensemble parce que même si on enseigne, même si l'élève est là pour 1 heure de cours par jour ou quelques heures par semaine, il reste que c'est une partie de notre vie. Hein? On se voit pendant une année complète. On vit ensemble et ça doit rester une expérience relativement agréable, même si c'est une responsabilité. Parce que apprendre, c'est pas supposé être un fardeau constamment. Et puis, il y a des relations sociales et puis on va avoir du plaisir, on va associer ça ensemble. Donc, il a fallu vraiment beaucoup adapter. Et je me rappelle, je me suis dit, bon, cette année, pas question de garder les bureaux en rang. Je vais les mettre en équipe. Et je m'étais dit, bon, instinctivement, si j'ai un élève par équipe qui est TDAH, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup d'énergie. Si j'ai un élève qui est dyslexique par équipe, c'est quelqu'un qui a dû développer au niveau de la mémoire parce qu'au niveau de la lecture, il y a de la difficulté. Donc, au niveau de la mémoire, au niveau de ses ressources, il est très fort. En général, souvent, c'est une force que j'ai constatée. Ensuite, un élève qui a Asperger, bon, on ne doit pas trop le déranger, mais il y a certains talents, il y a certains intérêts aussi qu'on doit canaliser dans l'équipe. Donc, on va s'organiser pour mieux connaître chacun de ces élèves-là pour voir quels sont leurs intérêts. Est-ce qu'il y a un texte de français que je peux remplacer par un autre avec un sujet plus motivant, et etc., etc. J'avais mis un beau tapis rouge. Bon, c'est une couleur qui était peut-être agressante pour certains élèves, mais moi, j'ai pas eu cette difficulté-là. Et c'était un coin lecture que j'avais aménagé. Parce que même s'il y avait des chaises et des bureaux, je savais qu'il y en avait qui avaient pas l'intérêt d'apprendre, qui avaient besoin de confort, qui avaient besoin de se retirer du reste du groupe pour être un peu plus dans leur bulle. Alors, ça permettait aussi de dire, tu peux t'asseoir à ton bureau, comme tu peux décider d'aller dans le coin lecture. Bon, il y a des règles de fonctionnement à respecter,
le but, c'est pas de faire le chahut ou de dévaloriser le temps de lecture, mais on veut que ça reste agréable. Tu as des possibilités de choix, etc. Donc, de permettre une certaine mobilité, une certaine autogestion de ses besoins était facilitant. Ça permettait une reconnaissance. Puis moi, j'étais à l'aise à négocier avec ça. Dans l'espace, il y avait certains élèves avec qui le fait de moi me promener un peu partout dans la classe, je perdais leur attention, alors que d'autres avaient besoin exactement du contraire. Donc, comment je fais comme enseignante pour m'adapter à des besoins contraires dans une classe? Qu'est-ce que je fais avec un élève qui, par exemple, a un tic comme ça quand il est stressé, quand il est nerveux? Ben, est-ce que tu peux le faire sur ta jambe à la place ou le faire avec ton pied en dessous de la table? Parce que l'autre qui est très réactif va l'insulter tout de suite parce qu'il est hyper réactif ou il est impulsif. Alors, il y a une espèce de jeu de femme ou d'homme orchestre dans la classe aussi. Et là, je me posais parfois la question à savoir, là, ça, c'est plus exactement de l'enseignement. Ça devient de l'adaptation. Et où est la frontière entre l'adaptation que je fais au niveau personnel et au niveau professionnel? Non seulement dans les confidences et dans l'aide, mais aussi dans les mesures d'adaptation. Parce que quand cet élève-là va sortir de la classe, il doit être fonctionnel dans le monde d'aujourd'hui. Donc, est-ce que je lui donne tous les outils pour arriver à ce succès-là et est-ce que je ne le couvre pas trop? Donc, il y a cet équilibre-là qui est une recherche et qui est parfois épuisant. Du côté personnel, de le vivre à la maison, les colères, tester les limites. Moi, c'était de l'opposition que je vivais. Il y avait aussi un autre enfant qui n'était pas diagnostiqué. Aujourd'hui, j'ai des forts doutes qu'on a eu un faux diagnostic et qu'on avait un autre enfant de la famille qui était davantage anxieux, TDA. Et puis, donc, on avait deux extrêmes opposés dans la même chambre, à peu près les mêmes âges, et où ça jouait autant ensemble que ça chahutait. Alors, c'était avec d'autres bébés, donc dans la famille. Moi, j'ai eu jusqu'à 5 enfants dans cette famille-là à gérer, donc de tous les âges, de tous les besoins. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant, un bébé qui dort pas, alors qu'il y en a deux qui chahutent, un qui a des besoins de calme et de constamment être accompagné pour lui ramener l'attention vers ses devoirs ou ses tâches de base, ne serait-ce que de se brosser les dents et de penser à mettre son pyjama à la même heure, et l'autre qui fait exprès pour dire non, c'est pas la bonne heure, je mettrai pas ce pyjama-là parce que ça me dérange, ça frotte, ça pique, c'est pas la bonne couleur, et puis qui exagère dans ses caprices. Où est la frontière entre ce qu'il me dit comme vérité et la manipulation qu'il installe? Et je ne dois pas non plus présumer et lui prêter constamment des mauvaises intentions, mais je suis un humain, je suis dans ma famille, je suis chez moi, il est tard le soir, je suis fatiguée, je suis pas une intervenante, je prends mes trucs d'intervenante, mais à un moment donné, je suis aussi en relation avec cette personne-là, et en relation d'aide, ça devient difficile d'aider alors que je suis dans une relation personnelle dans ma famille. Donc, il y avait beaucoup de défis de ce côté-là. Et quand on arrive avec son conjoint, en parlant d'un enfant qui n'est pas le sien, qu'on aime, qu'on veut aider, mais qu'on est la personne qui dit non, non, non régulièrement, qui n'a pas nécessairement le rôle favorable, de quelle façon on négocie au niveau de nos valeurs éducatives, au niveau des solutions qu'on va trouver, l'aide extérieure qu'on va demander, qui requiert énormément de démarches. Vous voyez, ça demande beaucoup d'énergie jour après jour. Et c'est sans compter la conciliation travail-famille. Il y a beaucoup de défis en dehors du TDAH à vivre dans une famille, dans un couple ou dans son cadre professionnel. Donc, quand on rajoute ça, on doit se positionner à savoir jusqu'où on peut aller pour aider, jusqu'où sont nos limites, jusqu'où on va pour que l'autre personne se responsabilise tout en l'aidant avec bienveillance, mais en restant humain par rapport à nos propres limites. Il est là le défi. Ça ne doit pas être simple quand même tous les jours. Il y a un défi, mais ce sont de nombreux défis. Et faire prendre ça à des amis ou à un entourage qui ne vit pas la situation dans le quotidien, des fois, on va dire, ben voyons, on voulait juste pas prendre sa douche. Non, il a pris des petits bonhommes Lego, puis il était rendu qu'il plantait dans le savon, puis après 12 interventions, je l'ai retrouvé derrière la toilette. Donc, ben oui, c'est un petit bonhomme Lego, c'est un stupide jouet, mais ça m'a mis hors de moi parce que derrière le petit jouet, il y avait 12 demandes où il n'écoutait pas et ça fait 3 mois que ça dure et ça empêche ça crée telle problématique. Et j'ai besoin de me sentir compris parce que je suis excédée. Et quand je rapporte la situation à quelqu'un pour me confier qui me répond « Eh bien, t'avais simplement à faire ci ou à faire ça », tu n'as pas envie de raconter la suite de conséquences et de justifications qui t'a amené à prendre cette décision-là, ça devient horriblement lourd. Oui, ça je peux bien comprendre. J'imagine que,
T'as créé, je vais passer à une autre question, mais j'imagine que de toute façon, vous avez des groupes de discussion entre parents, aidants autour du TDAH. Par rapport à quel endroit? Bah, au Québec, là, par rapport justement ce que tu vis, si tu me le racontes à moi qui n'ai pas d'enfant TDAH, c'est vrai que je veux dire, bah écoute, reste cool, quoi. Mais c'est pas ce que tu vis. Donc, pour partager justement ce que tu vis, j'imagine que vous avez des groupes de discussion autour de ça, des parents, des accompagnants, des personnes qui entourent des personnes en TDAH? Et, au moment où moi j'ai passé au travers, j'ai demandé beaucoup d'aide. Je me suis servie de mes compétences professionnelles, des ressources que j'avais comme professionnelle, comme enseignante, et je suis allée chercher un maximum de ressources, que ce soit des organismes, que ce soit des services professionnels de la santé, tout ça, et dans les démarches qu'on devait faire pour mon beau-fils, j'ai fait un maximum. Et puis, quand même assez rapidement à ce moment-là, j'ai trouvé que j'atteignais les limites des systèmes. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais trouvé les ressources existantes, quand je me suis aperçue, il n'y en a pas d'autres. Je suis allée au bout de tout ce que je pouvais trouver. Il y a encore des problématiques et parfois on comprend pas encore très bien les enjeux, les difficultés, où on va au contraire comprendre énormément, dire ben Madame, je vous comprends, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ouais. Il est arrivé des moments où il n'y avait pas de réponse. Et ça a créé du désarroi. Autant d'être assuré sur le fait que je fais la démarche correctement, que je vais au bout, que j'ai trouvé les bonnes ressources. Mais quand je vois qu'il en manque et que je vis quand même une forme d'épuisement ou d'impuissance par rapport à l'aide et que le quotidien devient quasi insupportable ou en tout cas dépasse mes limites, qu'est-ce que je fais comme parent, comme beau-parent, comme professionnel, comme conjoint, comme conjointe pour rendre ça plus facile? Quand j'arrive au bout des possibilités, ça peut créer du désarroi et c'est ce que j'ai visité à ce moment-là. Donc, le but des salons, pour moi, ça a été justement, ces paliers-là. ouais, Nathalie, on arrive bientôt à la fin, il reste à peine 2 minutes 30. Oui. C'était passionnant. Je veux juste venir, avant que ça se termine, tu as créé justement, tu as fondé Apaisanteur, et puis les salons. Le but de ça, c'est quoi? En fait, Apaisanteur existait déjà. En tant que massothérapeute et enseignante, je me suis rapidement aperçue qu'au niveau du système nerveux, ce qu'on apprenait au niveau des effets bienfaisants du massage était tellement aidant que je me suis mis à mixer mes deux volets professionnels pour voir qu'est-ce que je pouvais faire en milieu scolaire pour utiliser les bienfaits du massage en termes de concentration, de toucher, de bienveillance, de relationnel, de mémoire, etc. Et j'en ai fait une formation d'intervention dans les écoles. Du côté des parents et des enfants, je leur apprends une routine de massage pour qu'ils puissent vivre ce lien relationnel plus positif. À la maison, je donnais des moyens d'intervention très concrets. Mais du côté des salons TDAH, j'ai réuni des ressources. Donc, je vais dans différentes villes, dans différentes régions où je regarde dans une vingtaine de thématiques. Répit, diagnostic, ergothérapie, soutien scolaire, alimentation, etc., etc. Une vingtaine de thématiques. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressources dans le milieu qui sont spécialisées, mais aussi complémentaires, c'est-à-dire non spécialistes, et qui peuvent faciliter le quotidien en sauvant du temps, de l'énergie ou en facilitant nos défis. Et j'ai ramené ça dans une formule avec des exposants qui présentent leurs services, des gens qui vont présenter des conférences, donc des informations, une heure de jeu pour briser l'isolement, une heure de rencontre pour adultes, pour justement être en mesure de parler entre personnes qui se comprennent, qui comprennent les mêmes défis. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Il y a aussi en préparation des formations à partir de ce vécu-là, ces entrevues-là que j'ai faites avec différents professionnels. Donc, une formation web qui est en construction au niveau du TDAH. Ouais, justement, là, on arrive complètement, quasiment à la fin. Les activités qui viennent là dans les semaines à venir, l'émission elle est enregistrée, elle va être diffusée mi-décembre. Donc après mi-décembre, quelles sont les activités? Tu parlais d'une formation que tu es en train de mettre, mais il y a d'autres activités aussi. Hein. En préparation de chroniques à la radio, différents endroits d'intervention, d'arrimer aussi des entrevues que j'ai faites au courant de l'année dernière qui vont être programmées justement en diffusion sur le site et le Facebook du Salon TDAH, donc le salontdh.com et sur Facebook en préparation d'animation éventuellement de live, justement pour faire le lien entre des vidéos, des présentations et des événements en présentiel du Salon TDAH. On travaille sur un projet de salon virtuel aussi pour rendre ça le plus accessible à plus grande échelle.
Bah écoute, merci Nathalie. Et puis oui, en effet, on va travailler ensemble. Il va y avoir des articles qui vont apparaître sur 1001 clés de vie et il va y avoir des chroniques radio qui vont être faites sur 1001 clés de vie. Donc déjà, merci Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Ouais, ben, on se remercie mutuellement parce que je trouve que c'est très très important et en effet, si on peut aider le maximum de personnes, c'est très très bien. Nathalie, merci beaucoup. Juste rappeler le site web parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir te contacter. Le salontdah.com et sur la page Facebook, s'il vous plaît, aimez la page, partagez l'information pour rejoindre un maximum d'enseignants, de parents, d'adultes vivant avec ces défis-là parce que on veut aussi les aider dans le but d'aller chercher des ressources et de concentrer leurs efforts sur leur valorisation et leur potentiel. Ben, Nathalie, merci beaucoup et puis on se Merci. retrouvera bientôt. À tous qui nous écoutez, ben, merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez en effet dans votre entourage des personnes TDAH ou des personnes qui sont dans cette difficulté-là, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager justement le site et puis liker, partager, enfin bref, faites vivre cette vidéo, ça aidera un maximum de personnes. À tous, bye bye Nathalie, merci encore, ciao. Merci, au revoir.